salatu wassalam ala rasulillah. Alors, nous revoilà pour une nouvelle discussion du livre Les politiques d'Aristote. Donc, peut-être que aujourd'hui on va aller vers la dernière étape. Peut-être que ça sera l'avant-dernière. Donc, selon l'avancement. Alors, en fait, on a pu achever disons, la partie qui est relative à la partie politique. Donc là, on va passer à la partie philosophique. On va ensuite, après la partie philosophique, aborder la partie économique. Et ensuite, on va essayer également d'aborder la partie sociale. Tout ça toujours dans le même cadre, c'est-à-dire le cadre qui va me permettre de partager avec vous les principales perles, les principales remarques, les plus belles citations que j'ai relevées dans ce livre. Alors, donc, première chose qui m'a semblé intéressante, c'est que Aristote, quand il parle de philosophie, il nous dit que chez les pervers ou ceux qui se comportent de manière perverse, il semblerait que ce soit souvent le corps qui commande à l'âme, c'est-à-dire que d'emblée, il nous place dans un cadre où il y a d'abord une vision, une perspective du fait que ce soit le corps qui commande et qui domine, et ensuite il attribue cette perspective au pervers. Donc ce soit souvent le corps qui commande à l'âme du fait qu'il soit dans un état défectueux et contre nature. Ensuite, il nous informe qu'on fait des efforts pour vivre et non pour mener une vie heureuse. Et comme le désir de vivre n'a pas de limite, les moyens, eux aussi, ont les désirs sans limite. En fait, il continue en disant « Même ceux qui s'efforcent de mener une vie heureuse recherchent ce qui procure les jouissances physiques, de sorte que, comme celles-ci semblent dépendre de ce qu'on possède, toute leur vie, ils la passent occupés par l'acquisition de richesses. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé à cette forme de l'art d'acquérir, la crématistique. L'art d'acquérir non nécessaire. » Aristote avec la crématistique, c'est une histoire assez intéressante et intrigante, dans la mesure où il fait la différence entre deux types de manières de traiter les richesses. Il y a l'économie, donc l'art de bien gérer, et ensuite il y a la crématistique, c'est-à-dire l'art d'accumuler. Aristote est très critique vis-à-vis de cette seconde catégorie de l'économie, si on veut, vu qu'il considère que accumuler, c'est aller un petit peu dans l'ostentation, et donc il faut se contenter de ce qui est nécessaire. Donc ces gens-là qui passent leur vie à se procurer la jouissance physique et passent leur vie occupés par l'acquisition de richesses, eh bien ces gens-là vivent dans le désir qui est illimité. Et ce désir illimité, justement, ne leur permet pas d'atteindre cette vertu dont parle Aristote. Ensuite, il nous informe que ce sont plutôt les désirs qu'il faut égaliser et non les fortunes, dans la page 168. Ensuite, il enchaîne en disant que nos désirs resteront, enfin, le fond de sa pensée, c'est que nos désirs, tant qu'ils sont illimités, eh bien, on va mettre toujours plus de moyens à les combler tant qu'on ne prend pas conscience justement de cet aspect illimité des désirs. Il faut faire une sorte de step back, une sorte de regard extérieur sur soi-même pour prendre conscience du fait que nos désirs, en réalité, ils sont illimités. C'est-à-dire que vous aurez la personne, on a tous vu une photo assez intéressante dans ce cadre-là qui nous montre
que le piéton désire avoir un vélo quand il regarde le vélo passer. Le conducteur, enfin celui qui a un vélo, la moto passer, il désire cette moto justement. Celui qui a la moto, il désire, quand il voit la voiture passer, il désire la voiture. Celui qui a la voiture, quand il voit un 4x4 passer, il désire le 4x4. Celui qui a le 4x4, quand il voit une voiture de course passer, il désire la voiture de course. Celui qui a la voiture de course, quand il voit le yacht, il désire le yacht. Du coup, on peut facilement perdre sa vie, c'est-à-dire ses 50 années d'activité, dans la poursuite de ces désirs qui sont justement illimités. Ou bien on peut prendre conscience du fait que ces désirs sont justement illimités et passer à autre chose. C'est-à-dire à partir du moment où on prend conscience de la illimitée de ces désirs, on est capable d'avoir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui mindfulness d'une certaine manière, c'est-à-dire à la conscience de soi, la pleine conscience de soi, c'est-à-dire cet état d'esprit dans lequel on se rend compte que finalement, accumuler des biens et des richesses, ça ne donnera pas ce bonheur ou cet aboutissement que l'on cherche. Donc il n'y a pas d'aboutissement dans l'accumulation, mais il y a toujours un aspect infini qui de toute façon ne prendra fin tant qu'on n'est pas conscient du fait que les objets ne permettent pas le bonheur. Ensuite, il nous dit que la perversité des hommes est infinie. On a toujours besoin de plus, car la nature du désir est infinie. Et c'est à le combler que la plupart des gens passent leur vie. Conclusion, grosso modo, la majorité des gens passent leur vie à combler ces désirs qui sont justement illimités, au lieu de passer leur vie à essayer de comprendre quels sont leurs objectifs réels dans la vie, qui permettront justement d'éviter ce piège de l'accumulation des biens et de l'accumulation des richesses. La plupart des gens... Alors, juste un point par rapport à ça, c'est qu'il faut faire une différence entre l'accumulation pour soi, c'est-à-dire l'accumulation des biens afin d'avoir toujours plus de biens, et l'accumulation dans un objectif précis, c'est-à-dire on peut vouloir accumuler des biens afin de changer X ou Y situation dans le monde ou dans un pays, ou afin de pouvoir faire des actions caritatives qui sont plus efficaces. Et donc dans ce cas-là, l'accumulation ne peut pas avoir justement le même statut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à celui qui accumule dans l'objectif de faire X ou Y action sociale ou X ou Y action, le fait d'accumuler comme on le reprocherait à celui qui accumule pour accumuler, c'est-à-dire celui qui voit dans l'accumulation une fin en soi, ou peut-être qui voit dans l'accroissement des biens qu'il a à disposition une fin en soi. Donc il faut faire cette distinction et ce discernement. Ensuite, il nous informe que la plupart des gens sont mauvais, jugent dans leurs affaires propres. Et donc ça c'est dans la page 232 où il nous confirme justement la question d'intérêt, c'est-à-dire que on ne peut pas être juge et partie. Ensuite, il revient sur la notion de justice en disant que la justice est une vertu communautaire à la suite de laquelle viennent nécessairement toutes les autres vertus. Et ça, c'est une perle en réalité. Ça, c'est une phrase qui est formidable, c'est une citation qui est formidable, tout simplement parce qu'il place la vertu il place pour la vertu comme point de départ la justice. C'est la même idée que reprenait Ibn Khaldoun éventuellement. Et donc en fait, à partir du moment où les gens vivent une situation d'injustice ou perçoivent une situation d'injustice, les autres vertus auront du mal à venir. Il faut que les gens se sentent dans un cadre juste et sentent que le traitement qui leur est réservé est un traitement juste. C'est à partir de là qu'on aura une certaine symbiose dans la communauté. Dernière phrase que j'avais relevée dans la partie philosophique, c'est quand il nous informe que les honnêtes gens peuvent être des amis, mais pas des flatteurs. En fait, là on retrouve une idée fondamentale
d'ailleurs qui revient aujourd'hui beaucoup avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est show-off, c'est-à-dire tout ce qui est volonté de se montrer justement, volonté d'avoir des flatteries, volonté d'avoir des admirateurs, des followers, des fans, etc., etc. C'est qu'en réalité, pour Aristote, les personnes honnêtes, c'est-à-dire vertueuses, ne sont pas des flatteurs. C'est-à-dire que ces personnes-là seront peut-être vos meilleurs alliés dans la critique. C'est-à-dire que ces personnes-là seront ceux qui vous permettront de faire un travail sur soi et une amélioration de votre personnalité. Chose que les flatteurs ne vous aideront pas forcément à faire. Lancer dans la face du flatteur de la poussière ou de la poudre. Pourquoi? Tout simplement parce que justement il y a cet aspect négatif qui est associé au flatteur. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, où il dit à quelqu'un qui a flatté son ami, c'est-à-dire qu'en fait cette flatterie souvent elle relève d'une certaine hypocrisie sociale. Elle n'apporte pas grand-chose, c'est-à-dire qu'est-ce que vous gagnez à être flatté par quelqu'un? Pas grand-chose, si ce n'est que votre ego s'en retrouve surdimensionné. Mais en réalité, ceux qui vous permettent d'avancer le plus dans la vie, ce sont ceux qui vous critiquent de manière fraternelle, de manière constructive, de manière objective. Ce sont ceux-là qui sont vos vrais amis et non ceux qui vous admirent toujours et qui ne font que vous flatter. Voilà pour la partie philosophique. Donc on va pouvoir passer à la partie économique. Alors dans la partie économique, bien sûr, comme c'est un livre qui parle de politique, donc la partie économique et sociétale est assez courte, mais quelques phrases, quelques perles m'ont semblé intéressantes à noter. Première chose qu'il dit, qui m'a semblé intéressante, c'est en page 113. Ainsi, une chaussure sert à chausser et à être échangée. Ce sont bien deux usages d'une chaussure. Et en fait, là, en précurseur de Marx, 2000 ans avant lui, il dresse la différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est-à-dire qu'une chaussure peut soit être utile pour elle-même, soit pour la valeur qu'elle représente. Ensuite, il dit, il est tout à fait normal de haïr le métier d'usurier du fait que son patrimoine lui vient de l'argent lui-même et que celui-ci n'a pas été inventé pour cela, car il a été fait pour l'échange alors que l'intérêt ne fait que le multiplier. Et c'est de là qu'il a pris son nom. Les petits, en effet, sont semblables à leurs parents. Les intérêts, c'est de l'argent né de l'argent, si bien que cette façon d'acquérir est la plus contraire à la nature. Là, on a une qui fait mouche, dans laquelle Aristote déteste le prêt à intérêt, dans laquelle il décrit pourquoi le prêt à intérêt est contre nature, dans laquelle il décrit pourquoi l'argent n'a pas été destiné pour produire de l'argent, mais qu'il a été destiné pour échanger, dans laquelle il décrit le métier d'usurier. Et on va voir que c'est cette conception aristotélicienne qui a été reprise pendant une longue partie de l'histoire du Moyen-Âge, notamment chrétien. Donc je disais, on peut poursuivre vers la page 152, dans laquelle il nous dit qu'il est manifeste que la meilleure solution, c'est que la propriété des biens soit privée et qu'ils soient rendus communs par leurs usages. Donc ici, Aristote a une sorte de vision de la société dans laquelle on détient l'usus, l'abusus, mais pas le fructus.
C'est-à-dire que les gens posséderaient les biens de manière privée, mais l'État ou une certaine communauté ou une certaine loi ferait en sorte que l'usage soit commun. C'est une sorte de voie médiane, pour ne pas faire un anachronisme, je ne vais pas dire entre le communisme et le libéralisme, mais c'est une sorte de vision médiane dans laquelle il prône et il accepte, il admet que la meilleure solution c'est que la propriété soit privée, mais dans une sorte de consensus, on permettrait à ce que l'usage dépende enfin, soit commun. Ensuite, en 183, dernière citation économique que je cite du livre, il dit « Mais il est manifeste que le nombre de gens qui croient, il est manifeste que si le nombre de gens croît, c'est-à-dire augmente, et que la terre reste comme elle est, il y aura nécessairement des gens qui deviendront pauvres. » Et donc, c'est une vision, faire d'anachronisme encore une fois, malthusienne, c'est-à-dire qui pense que les richesses sont limitées et que si les besoins augmentent de manière illimitée, bien sûr, mathématiquement, ça se tient, mais en réalité, l'économie, l'étude de l'économie nous a montré que cette vision, justement, est dépassée. Et comme disait Jean Bodin au 15e ou 16e siècle, il n'est de richesse que d'hommes. Voilà, donc ça c'est pour la partie économique et on va clore par la partie sociétale dans laquelle on peut relever quelques citations intéressantes d'Aristote. Alors première citation, c'est dans la page 101 où il nous dit que le mâle est par nature à la femelle ce que le plus fort est au plus faible, c'est-à-dire que le commandant est au commandé. Donc bien sûr, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aristote c'est moins 384, donc ça fait à peu près 2400 ans. Et sa conception, c'est que l'homme est un commandant naturel de la femme et cette position doit être ainsi. Ensuite, dans la page 103, il nous dit que donc par nature les uns soient libres et les autres esclaves, c'est manifeste. Et pour ceci, la condition d'esclavage est avantageuse et juste. Pour ceci, c'est-à-dire pour les esclaves. C'est-à-dire qu'il pense que pour les esclaves, la condition d'esclavage est avantageuse et juste, car peut-être, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit, même si ce qu'il dit est approprié, enfin, ça dépend de son époque, ça fait 2400 ans, mais peut-être qu'il pensait que l'esclave, du fait de son manque de moyens et son manque de ressources et son manque d'éducation, aura moins de mal à subvenir à ses besoins en étant esclave que en étant seul, remis à lui-même dans le marché. Ensuite, dans la page 127, il nous informe qu'il dit « Le mâle est en effet plus apte que la femelle à gouverner, sauf si sa constitution va contre la nature, c'est-à-dire qu'il a un handicap, etc., etc. Et le plus âgé, c'est-à-dire complètement développé, plus que le jeune encore imparfait. » Donc il donne une sorte de hiérarchie naturelle de l'homme sur la femme et de la personne adulte par rapport à la personne qui est encore jeune et pas complètement adulte. Ensuite, il nous informe dans la page 132 que l'esclave partage la vie de son maître alors que l'ouvrier vit plus éloigné et lui revient autant de vertu que de servitude. C'est-à-dire qu'il voit dans la condition d'esclavage l'avantage qui est lié de partager la vie du maître, alors que l'ouvrier ne partage pas la vie. Ensuite, dans la page 138, il nous informe en disant, il dit, comme Platon dans la République, Socrate y déclare en effet qu'il faut que soient communs les enfants et les femmes aussi bien que les propriétés. Je me passe d'interpréter cette citation parce que je avec moi. Mais je trouvais que c'était quelque chose qui méritait d'être souligné.
Ensuite, il dit la comparaison avec les bêtes pour établir que les femmes doivent avoir les mêmes fonctions que les hommes est absurde. Les bêtes, elles, n'ont pas de maison à tenir. C'est-à-dire que pour lui, la femme n'a pas à avoir les mêmes fonctions que l'homme, du simple fait que la femme a une fonction domestique, c'est-à-dire une fonction de tenir la demeure et la maison, de gérer cette demeure et cette maison, et éventuellement d'éduquer les enfants, et donc de leur prodiguer la meilleure éducation, ce que n'ont pas en responsabilité les bêtes. Et donc, il utilise tout cela pour dire que, effectivement, l'homme est fait plutôt pour les tâches extérieures et la femme pour les tâches intérieures. Enfin, dernière citation, donc il nous informe que les barbares ont habituellement un caractère plus servile que les Grecs et les Asiatiques que les Européens. Ils supportent le pouvoir despotique sans s'en plaindre. Alors, ça c'est une citation très controversée qui suppose que certains peuples ont une inclinaison supérieure à d'autres à accepter le despotisme, la tyrannie, la servitude, alors que les Grecs, peuple des Lumières de l'époque et peuple cultivé de l'époque, acceptent moins le despotisme. En fait, j'aurais tendance à discuter cette idée comme quoi les Grecs ont un caractère naturellement plus servile, enfin pas naturellement, ont habituellement un caractère plus servile que les Grecs, en essayant de la placer dans son contexte, c'est-à-dire que quand Aristote dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il observe le monde barbare, c'est-à-dire le monde non grec, et il observe les Grecs. Et il se rend compte que les Grecs tolèrent beaucoup moins et beaucoup moins longtemps le despotisme et la tyrannie. Alors que dans d'autres contrées barbares, c'est-à-dire tout ce qui entoure la Grèce, donc que ce soit dans le nord ou dans le sud, eh bien, et surtout dans le sud, parce qu'on avait l'habitude de désigner les peuples d'Afrique comme étant des peuples barbares, donc il constate qu'il supporte et il s'acclimate beaucoup plus rapidement ou pendant beaucoup plus de temps à la servitude. En fait, c'est lié à l'une des raisons qui peut expliquer cela, c'est justement que le peuple grec est un peuple plus instruit. Et donc, qui dit instruction, lui-même, Aristote l'a démontré d'ailleurs plus haut dans le livre, bien avant, on en a discuté d'ailleurs, c'est que plus les gens sont instruits, moins ils supportent la tyrannie monarchique. Du coup, c'est tout à fait normal que si le peuple grec est instruit, eh bien, il supportera beaucoup moins le despotisme. Donc c'est pour cela d'ailleurs que l'une des méthodes du despote, du tyran, c'est justement de garder le maximum de gens dans un maximum d'ignorance, afin justement de ne pas subir ces révoltes et ces séditions comme il les appelle. Et ensuite, il compare les Asiatiques par rapport aux Européens. Il dit que les Asiatiques également sont un peuple qui supporte beaucoup plus, enfin qui tolère beaucoup plus la servitude que les Européens. Et donc, bien sûr, c'est une qu'il faut remettre dans son contexte. Et on arrive au terme des citations de l'analyse de ce livre passionnant. Comme je l'ai dit, le plus ancien parchemin date d'il y a 400 ans. Aristote, c'est il y a 2400 ans. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Il est très fort probable que ce livre ne soit pas d'Aristote,